Bon matin, la Naudière. Comment allez-vous en ce mercredi 6 mai? Oh, c'est un petit peu frisqué à l'extérieur. Il pleuvait aussi ce matin. Comment est-ce qu'il fait en ce moment, là, à l'heure actuelle, Louise, à l'extérieur? 7 degrés, fait que je vois pas qu'il fait froid, moi. Non? Non, tu vois-tu pour qui je prends? Non, aucune idée. Le Canadien! T'es-tu sérieuse, toi, Oui, là? T'es mais- une fan des Canadiens? Oui, oublie pas, il joue ce soir. Fait qu'on te posera pas la question à savoir ce que tu fais ce soir. Non, puis viens pas me déranger. Mais ça, hey, t'es vraiment cute, je te regarde sur le moniteur, là. T'es vraiment cute avec ton petit chandail. Merci, mais il faut les encourager aussi. Ben oui, effectivement. Puis la température, vas-tu nous encourager, elle, pour les prochains jours? Risque risque d'averse, ciel variable. C'est ça des prochains jours. Bon, fait qu'on on va être impressionnés, mais pas du bon côté. C'est en plein ça. Ben écoute, Louise, merci beaucoup. Oui. On te retrouve dans une dizaine de minutes Pas environ. de problème, Dani. À tantôt. À tantôt, cher. À 9h20 aujourd'hui, on reçoit Émilie de chez Rona Saint-Gabriel, qui vient nous parler de teinture. Ben oui, c'est quoi la différence entre la teinture et une peinture, puis à quelle fréquence il faut refaire ça de la teinture, puis comment est-ce qu'on fait pour prolonger la durée de la teinture? Elle va tout vous dire ça vers les... Non, c'est pas vrai, elle n'est pas à 9h20 aujourd'hui, elle est à 9h50 et c'est mon amie Suzanne qui va faire l'entrevue avec Émilie. À 9h50, on va faire la boxe, oui, la boxe avec Stéphane Marquis. Alors, je lance des petits hints comme ça là, à notre ami Claude en régie. Là. Claude, prends note que le 9h20, c'est la boxe, puis 9h50, c'est Émilie qui est là. Je ne sais pas si on a fait les changements dans la programmation, mais c'est comme ça. Et 9h30, bien, on va avoir Nelson Tessier, notaire, qui sera là pour nous parler de prestations compensatoires. Parce que ça arrive des fois que j'oublie de communiquer de l'information à mon ami Claude qui est en régie. J'espère que ça va être beau pour lui. Alors, pour l'instant, on va aller faire un tour du côté de vos nouvelles régionales. Eh bien, Hydro-Québec poursuit l'analyse de son projet de poste électrique dans la MRC de Dautrey. Maintenant, c'est qui est ciblé? Bien, c'est le côté de Saint-Gabriel de Brandon. C'est de ce côté-là qu'on va aller installer ce nouveau poste électrique. L'option initiale était à Saint-Cuthbert, mais ça a été abandonné. Le projet actuel à l'étude prévoit plutôt l'aménagement d'un poste de sectionnement de 735 kV sur un terrain d'environ 35 hectares à Saint-Gabriel de Brandon. Selon Hydro-Québec, cette infrastructure serait nécessaire pour répondre à la demande croissante en électricité au Québec et pour renforcer aussi la fiabilité du réseau, notamment dans la Naudière. 2 secteurs sont présentement analysés à Saint-Gabriel de Brandon. Le premier se situe en zone agricole à l'ouest de la route 347 qu'on peut voir à l'écran et le second se trouve en milieu forestier à l'est de cette même route. La municipalité indique suivre le dossier de près puisque le projet pourrait avoir des répercussions importantes sur le territoire. Elle affirme vouloir assurer un suivi rigoureux et défendre les intérêts de sa communauté. Un webinaire d'information a d'ailleurs eu lieu le mardi 28 avril. Cette séance en ligne, organisée et animée par Hydro-Québec, permettait aux citoyens d'en apprendre davantage sur le projet et de poser des questions d'ordre général. Une rediffusion du webinaire devrait être rendue possible dans les prochaines semaines. Une rencontre d'information en présentiel est également prévue ultérieurement afin de permettre des échanges plus directs avec la population. Aucune décision finale n'a encore été prise. Alors, si le projet va de l'avant, eh bien, la construction pourrait se dérouler entre 2029 et 2032 pour une mise en service prévue autour de 2032 ou 2033. Le recensement de la population est commencé depuis lundi à travers le pays. Mené tous les 5 ans par le gouvernement fédéral, mais cet exercice permet de dresser un portrait précis de la population canadienne.
Les données recueillies, qu'elles soient démographiques, sociales ou économiques, bien, servent notamment à orienter la planification des programmes et des services publics. Tous les ménages recevront une lettre d'invitation impliquant la marche à suivre pour remplir le questionnaire, que ce soit en ligne ou sur papier. Rappelons que la participation est obligatoire. Toute personne qui refuse de répondre ou qui fournit des renseignements inexacts bien, s'expose à une amende pouvant atteindre 500 $. Nouveau Monde Graphite obtient un financement majeur de 313,5 millions de dollars américains, une annonce qui est importante pour la Haute-Mattawinnie. Selon la Chambre de commerce de la Haute-Mattawinnie, bien, ce financement permettra de faire avancer la construction de la mine, de poursuivre les travaux préparatoires et de déployer la stratégie de l'entreprise, qui vise à combiner l'extraction du graphite à sa transformation en matériaux destinés aux batteries. Le site minier de Mattawinnie s'active d'ailleurs graduellement depuis la mi-avril. Les premières équipes de construction sont arrivées sur le chantier, où près d'une cinquantaine de travailleurs seront déployés progressivement. La mobilisation est déjà amorcée, tout comme l'installation des roulottes de chantier, l'aménagement de stationnement temporaire et la préparation du chemin d'accès principal. Eh bien, si jamais vous avez le goût de faire de la vitesse en voiture, bien, je vous suggère d'écouter ce qui suit. On ne sait jamais, hein, ça pourrait vous être utile. Ou encore, encore plus si vous avez moins de 22 ans. C'est l'histoire d'une jeune conductrice de 18 ans qui a été interceptée à la très haute vitesse sur le pont Jacques-Cartier. Les faits se sont produits tôt vendredi matin dernier, alors que son véhicule circulait en direction de la rive-sud de Montréal. Bien, selon la Sûreté du Québec, la jeune femme roulait à 156 km/h dans une zone limitée à 50, soit 106 km/h au-dessus de la limite permise. Elle a reçu plusieurs constats d'infraction, dont une amende de 1 993 $ et 24 points d'inaptitude pour grand excès de vitesse. Une autre amende de 524 $ et 4 points d'inaptitude lui ont aussi été remises pour conduite avec présence d'alcool, puisque la tolérance zéro s'applique aux conducteurs de moins de 22 ans. Un troisième constat de 187 $ s'est ajouté pour avoir circulé dans un endroit interdit. Bien, son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé sur le champ. Et même si la suspension immédiate est de 90 jours, bien la vraie conséquence se joue après, avec une suspension beaucoup plus longue imposée par la SAAQ. Dans un cas comme celui-ci, bien, elle risque de perdre son permis pour plusieurs mois, voire près d'1 an. Alors pensez-y bien avant de faire de la vitesse. Ça pourrait vous coûter très cher. N'est-ce pas Louise qui écoute présentement dans son camion? Eh bien, je termine avec le grand McDo qui est de retour aujourd'hui dans Lanaudière. La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière invite la population à participer à cette journée de collecte de fonds dans les restaurants McDonald's participants. Bien, dans le nord de Lanaudière, 8 succursales opérées par la famille Harvey prennent part à l'événement pour une 20e année consécutive. Bien, elles sont situées à Joliette, Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies, Berthierville, Lavaltrie, Saint-Jacques et Saint-Félix-de-Valois. Une partie des profits de la journée sera remise à des organismes communautaires, dont la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Les sommes recueillies serviront à soutenir des projets liés à la jeunesse. Le Grand McDon est une tradition annuelle partout au pays et depuis ses débuts, bien, l'événement a permis d'amasser plus de 92 millions de dollars pour l'œuvre des Manoirs Ronald McDonald et d'autres organismes venant en aide aux enfants et aux familles. Alors, les clients sont donc invités aujourd'hui à se rendre dans un McDonald's participant et à contribuer à une cause locale, simplement en commandant leur repas favori. Alors voilà, c'est ce qui complète vos actualités. On va aller faire un petit tour à l'extérieur pour aller voir Louise qui est vite sur ses patins. Elle chauffe vite. Louise, c'est quoi les détails météo à venir? Danny! Je chauffais pas si vite que ça. C'est parce que
Je roulais 70 dans une zone de 50 et il y avait un petit policier de caché. Fait que faites attention, ils sont bien cachés. Fait que, hein, j'ai eu un beau petit cadeau en arrière de moi, hein, des belles petites lumières. Hein? C'est beau, ben oui. Bon, ben pour la météo, pour aujourd'hui, ce matin, ben c'est 7 degrés. Hein? Mais soleil, pas du tout. Nuages, on a des nuages, on a des risques d'averses. C'est seulement ça qu'on va avoir quasiment tout le temps. Là. Risque d'averses, des nuages, passage nuageux. Fait que qu'est-ce qui va changer, là? C'est la température, le vent, puis l'humidité. Parce que le restant ne changera pas jusqu'à vendredi. Fait que, faut pas s'en faire. Nuages, ciel variable, pluie, ça va être juste ça. Fait que les températures, eux, vont changer. Parce que ce matin, c'est 7. Cet après-midi, ça va être 9 degrés, avec du vent. Hein? Ce soir, bien, ça va être 7 degrés. Fait que c'est rien que les degrés qui changent. Le restant, c'est... La différence, c'est passage nuageux. Nuageux avec averse. Fait que ça ne change pas grand-chose. Demain, bien, demain matin, ça va être 5 degrés. Demain après-midi, bien, il va y avoir 10 degrés. Fait que risque d'averse. On va faire un beau soleil à soir dans notre cœur là, quand le Canadien va gagner ça. Là, je suis sûr que là, tout le monde va avoir un gros soleil. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent le hockey. Je suis sûr. Parce que c'est la folie furieuse dans ce temps-ci. Là. Fait que la météo, pas grave, s'il pleut à soir, qu'est-ce qu'on fait? On écoute le hockey. Demain midi, s'il pleut, bien, vous pouvez vous rendre à Mandeville. OK? Il y a un dîner communautaire qui se fait à Mandeville. Je vais vous donner l'adresse exacte. Ça se trouve être le 80 rue Saint-Charles-Borromée à Mandeville. Ça se trouve être des gens qui font la nourriture. Pour ceux qui sont membres, ça coûte 5 $. Et puis ceux qui ne sont pas membres, bien, c'est 7 $. Fait que ça se trouve être à Mandeville, ça se trouve être les retrouvailles de Mandeville, ils font ça à tous les jeudis. Fait que si là, ça vous tente, vous pouvez y aller, puis la nourriture, il paraît qu'elle est excellente. Fait que c'est merveilleux. C'est très, très bon. Fait que là, vous allez là, puis c'est 5 $ pour ceux qui sont membres, puis 7 $ pour ceux qui ne sont pas membres. C'est sûr qu'il y a des heures, hein? Puis, si vous voulez aussi, comme aujourd'hui, il pleut, OK? Vous pouvez vous rendre à la même place, puis faire des casse-têtes en... Il y a une table, là, il y a plein de personnes qui font des casse-têtes. Puis ça se trouve être aux heures d'ouverture, de 10h à 16h15, ça c'est du lundi au vendredi, et de 10h à 14h45 le samedi. Aussi, il y a plusieurs livres, les gens qui veulent lire, là. Tu sais, des fois, on lit un livre, puis on le parle à l'autre personne. As-tu lu ce livre-là? As-tu vu comment c'est bon? L'histoire est épouvantable, elle est super bonne, là, tu sais. Fait que c'est le fun aussi. Puis en plus, vous pouvez communiquer avec d'autres personnes à côté de vous. Fait que ça, là, c'est un passe-temps merveilleux. Parce que des fois, quand il pleut de même, là, les journées, une autre journée, on vient qu'on s'ennuie, puis on vient tanner d'écouter la télévision. Tu sais, ceux qui ont un petit appartement, là, bien, c'est le temps d'en profiter, d'aller jaser avec d'autres personnes. Puis ils vont sûrement vous montrer autre chose aussi, là, hein, des activités puis ces choses-là. Fait que profitez-en. Puis aujourd'hui, bien, comme je vous ai dit, c'est de la pluie. On retourne à Danny. Merci beaucoup, Louise. Oui, malheureusement, c'est de la pluie pour les prochains jours, mais c'est pas grave. Hein? M'emmener, le soleil va bien finir par se pointer. Hein? Et la chaleur aussi, je l'espère. Qui se pointe au retour de la pause? Bien, c'est Stéphane Marquis du club de boxe de Brandon, l'entraîneur-chef, qui vient nous parler de boxe pendant quelques minutes. Alors, préparez-vous, il va être là au retour de la pause dans 2 minutes. Eh bien, nous sommes de retour à Bon Matin la Naudière avec un gars que j'aime beaucoup, Stéphane Marquis. Allô, Stéphane? Ça va bien? Ça va super bien. Stéphane vient nous parler de la boxe, bien sûr. Oui. C'est un maniaque de boxe, ça, je vous le dis tout de suite. Oui. Un maniaque de boxe, mais un maniaque aussi sur la sécurité. Hein? C'est ce qu'on parle aujourd'hui, Stéphane? Exactement. La sécurité à la boxe. Oui, quelque chose de très important. La première question que les parents vont nous poser, c'est les coups à la tête. Comment que ça va se passer pour mon enfant? Et de sécuriser les parents dans notre sport, c'est quelque chose. Parce qu'il y a des coups à la tête. Par contre, je peux vous assurer qu'à la boxe,
on a un taux de commotion cérébrale moins élevé que dans plusieurs autres sports. OK. Je les nommerai pas, les Ouais. sports, mais il y a plusieurs autres sports qu'on a inscrits nos jeunes, et pourtant, il y a plus de commotion cérébrale qu'à la boxe. Et ça, il y a une raison pour ça. C'est simplement qu'on vérifie que ça pendant notre sport. OK. Que ce soit dans un sparring, qui est un combat de pratique, un combat où les coups sont contrôlés, ou que ce soit en compétition, tout le monde est sur place, et qu'est-ce qu'on surveille? La Les sécurité. coups qui pourraient causer des dommages. OK. Donc, les entraîneurs, lors des entraînements, on surveille ça. Et quand c'est une compétition, ça va au-delà de ça. Premièrement, le boxeur a un examen médical avant chaque combat avec un médecin pour voir s'il y a des signes de commotion qu'il y aurait eu soit à un dernier combat, soit à l'entraînement. Et par après, dans le ring, on est plusieurs à vérifier pour ça. Donc, il y a l'arbitre, la première personne qui est près des boxeurs, où ce que lui, quand il va voir un coup qui rentre trop fort ou qui voit que le boxeur est ébranlé, il va lui donner un compte de 10 secondes. Et à 8, le boxeur va lever ses gants pour dire « je veux continuer ou pas ». Par contre, pendant ce compte-là, l'arbitre vérifie aussi comment le boxeur se comporte. Est-ce qu'il a les yeux dilatés? Est-ce qu'il est distrait? Est-ce qu'il est ébranlé encore? Si jamais l'arbitre avait un doute, il peut demander au médecin de faire une vérification du boxeur. Fait que donc, il peut arrêter le combat, Exactement, temporairement. là. OK. S'il pense que vraiment il est ébranlé et qu'il est blessé, il va arrêter tout de suite le combat. OK. Par contre, si à 8, le boxeur dit oui, je veux continuer, mais il doute et qu'il n'est pas sûr, il va amener voir le médecin. À chaque compétition, c'est obligatoire d'avoir un médecin sur place. Et OK. pourquoi ça? C'est parce que le médecin, lui, il peut donner un diagnostic. OK. Et non une infirmière ou un ambulancier ne peuvent pas donner des diagnostics. OK. Ils peuvent prévenir, préparer le patient en conséquence que ça pourrait être ça, mais le diagnostic doit être fait par un médecin. Fait que toujours un médecin dans une Exactement. compétition. Donc, le médecin peut dire il est apte à continuer ou il doit arrêter le combat. OK. OK. Et aussi, bon, il y a l'arbitre, il y a le médecin. Le médecin a un sifflet. Ah, Disons que l'arbitre a laissé passer un coup en pensant que tout va bien pour le boxeur et tout ça. Le médecin a le droit de siffler pour arrêter le combat et demander de voir le boxeur. OK. Parce que lui juge que le coup qui a été reçu est dangereux. Il doute de quelque chose, là. Exactement. OK. Et là, il va faire une vérification. Donc, on a l'arbitre, le médecin et qui d'autre? Le coach, Ouais, qui l'entraîneur, où lui, il connaît son athlète. Et il va voir, wow, il ne file pas mon athlète, là, on peut lancer la serviette et arrêter le combat. OK. OK. OK? Et il y a aussi le boxeur lui-même. Ça, par contre, ça peut être dangereux parce qu'ils sont orgueilleux. Souvent, ils vont dire non, non, je suis correct, je Ils suis veulent correct. gagner, hein? Oui, puis il ne mettra pas le genou à terre. Mais il y a le choix de mettre le genou à terre et cesser le combat. Mais ça arrive-tu souvent qu'on Oui. doit arrêter le combat Oui, à cause de ça? oui, par prévention. Par prévention. Pas que les boxeurs, justement, on arrête le combat avant OK, qu'il arrive quelque qu'il chose. y ait une commotion. Donc, c'est là que ça devient plus sécuritaire. OK. Tandis que d'autres sports, que si le joueur se relève et continue à jouer, on continue à jouer. Une commotion cérébrale peut se présenter des heures après, des jours après, dépendamment de ce qu'il y a eu comme impact et le type de commotion cérébrale. Stéphane, parle-nous de l'équipement que tu as emmené. Oui, Moi, là, j'ai amené l'entends. des équipements. J'ai amené, on parlait de la tête, un casque. Ça, c'est un casque de compétition. OK. Le casque de compétition, contrairement au casque de sparring, qui est un combat de pratique, le casque de sparring va avoir des petits coussins supplémentaires en avant. OK. Il y en a qui vont faire des sparring aussi avec le casque de compétition, mais vu qu'il y a les petites protections supplémentaires sur l'os de la joue, les os de la joue, celui-là, par contre, est de compétition. Donc, le visage est dégagé, les côtés sont protégés OK. et tout le tour de la tête. Les OK. coups n'ont pas le droit sur la tête ou en arrière de la tête. Donc, il y a des règlements aussi qui font que c'est plus... Les règlements sont là pour la sécurité. OK. OK? On a aussi les gants en combat, c'est des 10 onces. Ça, ici, on parle de 14 onces pour les sparring. Donc, les pannings sont plus gros, plus mous pour protéger le boxeur. On a la ceinture pour protéger les parties Les parties. et l'abdomen. Et l'abdomen. On a aussi
le protège buccal qui protège les dents, mais aussi contre les commotions cérébrales via la mâchoire. Et on a aussi les bandages. Là, on parle de fractures, OK, au niveau des mains. Et ça, c'est très rare. Par contre, on prend des mesures pour qui est le bandage que vous allez voir autour des poignets. Ça, c'est pour ne pas se briser les Exactement, les puis pour ne pas faire des fractures ouvertes où le petit os ici pourrait sortir. Okay. Et ça, c'est un gaz pour la boxe amateur. Chez les professionnels, ça va être des gaz médicaux qu'on voit. Ah, OK. OK, là, c'est tout travaillé avec des petits tapes et tout ça. Ça devient quasiment un plâtre. Fait que ils sont quand même bien protégés, là. Oui, ben oui, c'est ça. Ils sont très bien protégés pour ce qui est des protections. Okay. Mais rendu là, c'est vraiment l'arbitre, le médecin et les coachs qui vont juger si le boxeur est vraiment en sécurité pendant son combat. Okay. Mais y a-t-il juste des commotions cérébrales qu'on peut avoir à la boxe? Ou, là, on a parlé des poignets puis des choses comme ça. Il y a des fractures. Fractures du nez, fractures de mâchoire très rares, fractures des poignets, mais quand on a un bon hand wrap, ça ne se produira pas. Okay. C'est sûr qu'il y a une foulure de cheville. Il y a toutes sortes là, de blessures qu'il peut y avoir. Une côte fêlée, une côte cassée. Ouais. Mais là, on parle de cas extrêmes. Là, à l'amateur, on voit ça rarement, la mâchoire, les côtes, tout ça. Okay. Et échymose, évidemment. Et de toute façon, les boxeurs sont entraînés, là, à un moment donné, à faire attention aussi, parce qu'il y a des coups qui n'ont pas le droit. Exactement. Comment bien absorber la défensive, les blocs et tout ça. On a beaucoup de choses qui sont mises en place pour eux, pour leur sécurité. Et moi, c'est sûr que je juge que notre sport est très sécuritaire si on se fie aux données. Ben écoute, Stéphane, merci beaucoup encore une fois. Le temps passe tellement vite avec toi. On a plein de choses qu'on peut apprendre. On se retrouve dans un mois. Exact. Ben merci beaucoup. Nous, on s'arrête le temps d'une pause publicitaire, puis on vous revient. Monsieur Tessier, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va toujours bien. Merveilleux. Écoutez, on adore ce que vous nous apportez ici à l'émission. On parle de sujets super intéressants. On est toujours dans l'union parentale, mais là, on va parler de prestations compensatoires. Oui. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Non. Les gens vont mêler les choses. On a relaté précédemment qu'il est possible de se soustraire du régime d'union parentale. Donc, on peut signer une convention avant d'entrer ou dans les 90 jours pour se soustraire. Mais la prestation compensatoire, c'est un des éléments de l'union parentale. Et ça n'a rien à voir avec le partage du patrimoine de l'union parentale. OK. C'est de droit public. Donc, on ne peut pas y renoncer. Ah, OK. Donc, la prestation compensatoire, c'est pour rétablir l'équilibre entre les conjoints. Parce qu'il y en a un qui travaille à la maison qui n'est pas rémunéré alors que l'autre. Parce que un des conjoints, habituellement, il s'occupe de l'entretien de la maison, il véhicule les enfants, il s'occupe de faire l'épicerie, il fait le lavage, il entretient le linge de chacun, il fournit des sommes pour les études des enfants, pour l'épicerie. Il travaille pour le conjoint dans son entreprise, sans rémunération. Il a même contribué, dans ce sens-là, à la réussite de son conjoint, tout en n'étant pas payé. Donc, c'est un montant qu'un conjoint défavorisé par la situation peut réclamer du conjoint qui a eu le loisir de se constituer lui-même un patrimoine intéressant pendant que l'autre était privé de la possibilité. Parce qu'elle ne travaillait pas. C'est en plein ça. OK. Donc, madame a tout fait ça et c'est gratos. Puis ça, on ne peut pas se retirer de ça. Même pas par une convention entre les deux? Non, c'est de droit public. Donc, je vous ai dit, il y avait des nouveautés. Il y avait le partage du patrimoine parental. Il y avait la vocation successorale, c'est-à-dire que ça devient un héritier au sens de la loi. La prestation compensatoire, et il y a droit, c'est de droit aussi. OK. Lors de la dissolution, ils pourront faire leur évaluation. Mais non, on ne peut pas y renoncer d'avance et ni pendant l'union. OK. Donc, ça évite que la personne se fasse flouer ou qu'on ait des manœuvres pour leur faire renoncer à quelque chose à quoi elle aurait droit éventuellement. Puis, est-ce qu'on peut mettre des inclusions là-dedans ou des exclusions dans cette... Non. Il n'y a aucune exclusion. Ça s'applique lors de la séparation ou lors du décès. Et
les conjoints, à ce moment-là, pourront, lors de la cessation, décider du montant qui sera payable, OK. avec les preuves. C'est pour ça qu'on dit à la dame ou au monsieur qui s'occupe de la maison, conserve les factures de tout ce que tu as payé pour l'ensemble de la famille. OK. OK, tu restes là, ton conjoint aussi, les enfants sont là, les enfants sont à vous deux, tu as payé ces choses-là, conserve les factures. Le nombre d'années que tu as été au service de la famille, c'est important. Ton salaire, lorsque tu as cessé de travailler pour t'occuper de la maison, tu avais combien? OK. Actualise-le du moment où tu es entré en union parentale et le moment où ça se termine. Tu n'as pas contribué à un fonds de pension. Si tu Ouais. avais contribué, ça sont des éléments qui permettent d'évaluer le montant qu'on pourrait réclamer de façon correcte. Qu'est-ce qui arrive si, exemple, j'ai quelqu'un dans ma vie, la personne travaille, elle arrête de travailler pendant 5, 6, 7 ans parce qu'on a des enfants et elle veut s'en occuper. Et au bout de 5, 6, 7 ans, elle retourne au travail. Fait que là, à ce moment-là, là, elle gagne un salaire. Oui, là. bien, la période où elle a été empêchée, c'est une période où elle pourra réclamer pour ça. OK. Puis dépendant aussi que même si elle a travaillé, si ça a été un temps où la rémunération était plus faible que celle qu'elle aurait eue si elle avait continué, ça s'évalue. OK. Donc, ça sera la différence à ce moment-là. Toujours entre ce que j'aurais gagné, ce que je gagne, c'est quoi j'ai perdu. Puis c'est-tu pris en considération le fait que je dis des chiffres comme ça au hasard, là? Moi, je gagne 200 000, madame n'en gagne seulement que 50 000 par année, parce que là, elle retourne au travail. La différence entre les deux, est-ce que Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Ça n'a voir? rien à voir. Qu'est-ce que madame a payé? À quoi a-t-elle contribué pour l'ensemble de la cellule familiale? OK. Et qu'est-ce qu'elle a perdu en s'occupant de ça? Mais si madame, exemple, elle gagne juste 50 000, elle retourne au travail, elle gagne juste 50 000, puis 5-6 ans après, elle se sépare, mais elle a quand même continué à probablement s'occuper plus de la maison Bon, puis des parfait. enfants C'est ça. que le mari. Ouais. On dit ça de même, là. Ça, c'est vrai. Fait que est-ce qu'elle a le droit à une compensation aussi, Oui, là? elle a le droit, mais ça sera à évaluer. Donc, la prestation compensatoire, lorsque le moment vient de la réclamer, elle s'évalue entre les conjoints, en tenant compte des éléments dont on vient de parler et d'autres là, dont on a passé. OK. J'ai pas de bonne idée. Ben, je vais vous ramener sur autre chose d'abord. Si la personne, on se sépare et tout, mais on a oublié cette partie-là de la prestation compensatoire, est-ce qu'on peut la redemander plus tard? Ah, voilà, bonne question. J'arrive à ce que je demandais tout à l'heure. Je reviendrai. On peut, lors de la cessation, seulement renoncer en partie ou en totalité à la prestation compensatoire. J'aurais le droit de réclamer quelque chose, mais un document signé devant notaire qui dit « je renonce à tout ». Dans le fond, c'est une convention, comme si on se séparait dans une entreprise. Fait que la personne a le droit de refuser. Oui, refuser, mais elle ne peut pas d'avance renoncer. Elle ne peut pas renoncer, elle peut refuser, ce à quoi renoncer c'est une chose, refuser c'est une autre chose. OK. Fait qu'elle peut renoncer quand vient le temps, mais elle n'a pas le droit de refuser. refuser au début. Non, renoncer, c'est que je ne veux pas que ça s'applique pour moi. La loi dit non. OK. Je ne veux pas être héritière. Non, la loi dit, tu pourras renoncer à ton héritage si tu veux, OK. mais une fois que ça sera applicable, comme la prestation compensatoire. OK. Fait que donc, si la personne a oublié de le demander, une fois qu'elle s'est séparée, est-ce qu'elle peut le redemander, puis dans combien de temps? Bonne question. Vous avez 1 minute pour y répondre. Parfait. Je vais y arriver. Si la rupture est suite à un décès, la personne a 1 an de la date du décès pour réclamer la succession, le montant. OK. Si, par contre, ils se sont séparés, ils sont partis chacun de leur côté, on n'a pas tenu compte de ça. Le délai est de 3 ans. OK. Donc, elle peut, dans les 3 ans, dire « OK, je veux ma prestation compensatoire ». Si elle a. Tu m'as fait tuer, fait que je vais le demander, la prestation. Oui, elle a 3 ans. OK. Et, un c'est décès, pas- c'est 1 an? 1 an. OK. Pour que le liquidateur puisse être capable de faire le bilan de la succession, il faut qu'il trouve les dettes, il faut qu'il trouve les actifs, il faut qu'il fasse le bilan. Donc, c'est pour ça que c'est 1 an. OK. Donc, c'est vraiment pour rétablir l'équilibre entre les personnes qui ont consacré du temps non rémunéré vis-à-vis de ceux qui ont pu accumuler un patrimoine.
C'est pour ça que c'est de droit public. On peut renoncer à l'application du partage du patrimoine familial, mais pas de la prestation compensatoire, non plus que de la succession. Okay. Si on veut renoncer lorsqu'on est en droit de le réclamer, ça, c'est libre. Okay. Et si on ne s'entend pas sur le montant, bien, ça sera devant le juge, comme toujours. Okay. Donc, pour ça, pour justifier votre demande, gardez vos factures, faites les évaluations, l'actualisation des sommes que vous auriez gagnées pour être capable de justifier votre demande. Puis en même temps, écoutez, c'est juste, parce que si la dame, on parle d'un couple homme-femme, là, si la dame a passé du temps à la maison, bien, elle a travaillé quand même. Elle comprend. Elle a travaillé beaucoup, puis elle a le droit à une compensation. Oui. Hein? Monsieur Tessier, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. J'ai déjà hâte de vous retrouver dans une couple de semaines. Nous espérons que ça vous a éclairé un petit peu sur les nouvelles règles. Et n'oubliez pas de consulter votre notaire. Oui. Autant pour l'union parentale que pour les dispositions testamentaires. Oui. On en parlera éventuellement de la vocation successorale. C'est un droit qui vous est accordé, mais une succession légale, c'est pas comme une succession testamentaire. Parce que si l'héritier est inapte, maladie ou accident, il ne pourrait pas être le propre liquidateur de sa succession. Donc, il y a droit, mais là, il va falloir qu'on nomme ad hoc et il y aura les responsabilités vis-à-vis de la succession qu'on sera présumé avoir acceptée. On s'en reparlera. Oui, ça serait le fun de s'en reparler. Merci encore une fois. Plaisir. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause. Non, on s'en va aux nouvelles régionales, oui, de votre deuxième bloc. Restez là. Eh bien, du côté de vos nouvelles, on a appris qu'une simple prise de sang pourrait un jour permettre de détecter et suivre certains cancers sans avoir recours à une biopsie chirurgicale. Eh bien, des chercheurs travaillent actuellement à perfectionner ce qu'on appelle la biopsie liquide, qui est une technique qui consiste à analyser l'ADN tumoral circulant dans le sang. Eh bien, même si cette technologie existe déjà, eh bien, elle doit encore être améliorée, notamment pour réduire les faux négatifs et augmenter sa précision. Le projet, soutenu notamment par Génome Québec, vise à raffiner ces tests afin de mieux détecter les cancers et personnaliser les traitements. À terme, cette approche pourrait permettre aux médecins de choisir des thérapies plus ciblées, moins agressives et d'éviter certains traitements lourds comme la chimiothérapie. Pour l'instant, les travaux portent notamment sur les cancers du poumon, de la tête, du cou et des ovaires. Les experts rappellent toutefois qu'il est encore trop tôt pour remplacer complètement les biopsies traditionnelles, mais cette avancée représente une évolution importante en médecine. Les orthophonistes du Québec s'inquiètent du temps passé devant les écrans chez les tout-petits. Selon l'Association des orthophonistes et audiologistes du Québec, plusieurs parents sous-estiment encore les effets que les écrans peuvent avoir sur le développement des enfants, notamment sur le langage. Les experts rappellent qu'il est fortement déconseillé d'exposer les enfants de moins de 2 ans aux vidéos, même lorsqu'elles sont présentées comme éducatives. Pour les enfants de 2 à 5 ans, bien, on recommande de limiter le temps d'écran à un maximum d'1 heure par jour. Les spécialistes soulignent que le problème vient surtout du fait que l'écran remplace souvent des moments essentiels, comme les interactions avec les parents, le jeu libre, la lecture et aussi l'exploration. L'objectif n'est toutefois pas de culpabiliser les familles, mais plutôt de les sensibiliser et de les outiller. Les orthophonistes invitent donc les parents à se demander ce que le temps d'écran vient remplacer dans la journée de leurs enfants. La SAAC met en place une solution temporaire à Saint-Michel-des-Saints. À partir d'aujourd'hui, bien, les citoyens de la Haute-Matawini et des environs ont accès à plusieurs services liés au permis de conduire et à l'immatriculation grâce à un comptoir virtuel, offert par exemple sur rendez-vous seulement. Cette mesure fait suite à l'interruption des services au point de service de Saint-Michel-des-Saints en raison d'enjeux ponctuels de ressources humaines. Le comptoir virtuel sera accessible les mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à midi
et de 13h à 16h30. Une personne sera sur place pour accueillir les clients et les aider à entrer en contact à distance avec un préposé du réseau. La SAAC rappelle qu'il est obligatoire de prendre rendez-vous avant de se présenter et d'avoir en main tous les documents nécessaires. La reprise des services habituels est prévue à la mi-juillet, mais entre-temps, la clientèle est aussi invitée à privilégier les services en ligne de la SAAC. Et je termine avec le défi Pissenlit, qui est de retour pour une 5e édition, avec une nouvelle identité et objectifs axés sur la biodiversité. Lancé par Nature Action Québec, le défi invite la population à retarder la tonte du gazon au printemps afin de laisser fleurir la pelouse jusqu'à la fin du mois. Eh bien, ce simple geste permet d'offrir une source de nectar et de pollen aux insectes pollinisateurs, particulièrement actifs à cette période de l'année. L'initiative vise aussi à encourager des pratiques plus favorables aux insectes, aux oiseaux, aux plantes et à la petite faune en milieu urbain. Les citoyens peuvent participer en retardant la tonte, en laissant aussi une zone refuge sur le terrain, en tondant seulement les bordures ou les passages et en réduisant l'utilisation de pesticides. La population est également invitée à vérifier si sa municipalité prend part au défi Pissenlit. Alors voilà, c'est ce qui complète vos actualités. On va aller faire un petit tour pour aller voir Louise avec les détails météo à venir. Hey, là, le défi Pissenlit, ben voyons donc. On aura tout vu. Mais si c'est bon, hein, pourquoi pas le faire? Ben la météo, ce matin, là, on a un beau 7 degrés. Bon, il annonce de la pluie, mais hop, y a-t-il une police dans le coin encore? Non, c'était hier, là, pas aujourd'hui, là, j'ai rien fait. Là, aujourd'hui, j'ai rien fait. C'est hier. Aujourd'hui, c'est passé, là. La contravention, je l'ai eue, puis ça coûte cher, je vais vous dire, hein? Pour pas beaucoup de kilomètres de plus. Fait que la jeune fille de 18 ans qui a eu ses étiquettes, là, Mais moi, j'ai gardé mon permis, par exemple. Fait qu'aujourd'hui, ce matin, ben, il fait 7 degrés. Cet après-midi, ben, il va faire 9 degrés, nuageux, avec averse. Ce soir, 7 degrés, ciel variable. Fait que c'est ça toute la journée. Averse, ciel variable. Demain, savez-vous quoi? Averse, ciel variable. La même chose. Fait que c'est ça jusqu'à vendredi. Mais la température va changer, par exemple, parce qu'il y a une nuit, là, qu'on va avoir 2 degrés. Hein? Fait que 2 degrés, c'est pas chaud. Mais quand est-ce qu'on va avoir de la chaleur? Hein? Mais il semble qu'on n'a pas de chaleur encore. Mais j'ai regardé un petit peu plus loin. Ils disent comme quoi qu'à la mi-mai, on devrait avoir des belles journées de soleil ensoleillé et de la chaleur. On a hâte à ça, par exemple. Hein? Que oui, on a hâte à tout ça. Parce que présentement, les journées ne sont pas très, très chaudes. On a 3-4 journées qui fait bien chaud, puis après ça, hop, on tombe à du 5, 7, 2 dans la nuit. Fait que, tu sais, c'est pas bien, bien agréable, toutes ces journées-là. Fait que c'est bien plate. Il y a une chose que je me demande. Je ne sais pas s'il y en a qui vont pouvoir m'expliquer ça. On n'oublie pas que le gouvernement donne 10 sous le litre jusqu'à la fête de la Reine qui s'en vient la semaine prochaine. OK? Comment ça se fait que nos pétrolières ne sont pas capables de nous mettre un prix fixe dans chaque village? J'ai été hier à Saint-Jean-de-Mata. 2 piastres et 1 le litre. Je m'en viens à Saint-Gabriel, 1,86 le litre hier. 1,89,7. Joliette, 1,86,3. Berthier, 1,89,7. Comment se fait qu'ils ne sont pas capables de tout au même prix? J'ai été à Trois-Rivières hier après-midi, 1,77. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Je pense qu'on vient fou. On ne sait pas. L'essence, là, c'est épouvantable, là. Le gouvernement donne 10 sous en plus, là. Fait qu'imaginez-vous à Saint-Jean-de-Mata, si le gouvernement ne donnerait pas 10 sous le litre, ça serait 2,11. C'est épouvantable. Où est-ce que vous voulez qu'on y aille en vacances cette année? Hé là là, on n'ira pas loin, hein? On va rester dans nos cours. On n'aura pas le choix, parce que c'est trop dispendieux, l'essence. Fait que comment faire des activités avec nos enfants à ce prix-là avec l'essence? Il faut aller travailler, hein? On n'a pas le choix. Là-dessus, je vais me calmer un petit peu, puis je vous retourne à Dany. Pardon, merci Louise, et je suis en train de regarder le moniteur, là, puis, écoute, tu diras merci à la police parce que, oui, je vois la police qui est en train d'aller vers toi, là. Bon, qu'est-ce que tu as fait encore, Louise, là? Tu as mal stationné ta voiture.
C'est le fun parce que Louise est hors d'onde, elle ne peut plus répondre. Eh bien, il est quelle heure précisément? Il est 9h43. Dans quelques instants, on parle de teinture avec Amélie de chez Rona Saint-Gabriel. Et c'est mon amie Suzanne qui va faire l'entrevue avec Amélie. Alors, si vous avez des questions là, sur la teinture, bien, peut-être qu'Amélie va tout répondre à ça dans 2 minutes. Restez là. Eh bien, je suis heureuse aujourd'hui. Je vais avoir une belle entrevue avec Amélie Lefrançois de chez Rona de Saint-Gabriel. Bienvenue chez nous. Merci. Ça va faire différent avec Dani. C'est sûr. Ah, je suis aussi talente que lui, par exemple. Ça, c'est sûr. Je suis contente parce que tu vas nous parler de peinture, de teinture. En tout cas, on veut savoir les différences et tout ça. Tu veux nous expliquer, s'il te plaît? Tout à fait. Là, on est dans le bon temps. Là, on dirait, bien là, il manque un peu de chaleur, par contre, là. Mais on est dans le temps là, que les gens se renseignent beaucoup là, sur la teinture, la peinture. C'est quoi la différence? Sur les patios, souvent, oui, sur les patios, en sortant de la maison, les galeries, que les gens veulent entretenir. Pourquoi une teinture? Parce que la teinture adhère directement au bois. Donc, on n'a pas besoin de couche de fond pour adhérer sur notre bois nu. La peinture, elle demande une couche de fond avant. C'est la différence des deux. La différence aussi qu'une peinture va être beaucoup plus opaque. Elle va cacher le bois en deux couches. Mais la peinture, elle va finir par s'écaler avec le temps, avec les années. Ça dépend. La peinture, elle va être plus sujette à écailler si, admettons, elle a été étendue puis il faisait trop chaud, trop d'humidité. Okay. Comme là, les problèmes de patio, c'est ceux qui vont les faire là. Le bois, il est ben trop humide, il pleut, puis il n'y a pas fait de soleil pour faire sécher notre bois. Fait qu'on se calme le pompon, on peut venir chercher des renseignements. Ça prend quoi? Après ça, quand ça arrête de pleuvoir, ça prend 2 jours, 3 jours avec du soleil? Pas au printemps, parce qu'au printemps, tout est mouillé. Fait que ça demande plus de temps. Moi, d'habitude, je dis en même temps que les mouches. OK? D'habitude, on veut se grouiller, on veut qu'avant les mouches, mais souvent, le bois, la terre autour, tout est trop humide. Puis comme là, notre printemps, il est tardif un peu. Oui, c'est ça. Il manque de chaleur un peu. Fait que c'est la différence peinture, c'est ça. Ça va cacher, en 2 couches tout de suite. Tandis que la teinture, elle va cacher. Bien, la teinture opaque, évidemment, elle va cacher. C'est juste qu'on va sentir le grain du bois. Puis elle va rentrer dans le bois. Puis elle va rentrer plus c'est ça dans qui le va bois. Être faire, quand elle va durer plus longtemps, qu'elle va être elle va durer plus longtemps. Mais, les deux ont chacun leurs caractéristiques. La peinture, par contre, elle va s'user un peu plus. Parce que quand on marche dessus, surtout le patio, les rampes, ça va. Mais, ils ont chacun leur bon côté et leur mauvais côté. Mais d'application, là, ça ressemble à ça. Des fois, quelqu'un qui dit « Ah ben moi, là, je veux pas mettre une couche de fond, je veux que ça soit rapide. » Ben la teinture va être souvent... Une couche, 2 couches, 3 couches pour que ça dure ça dépend. tout été comme il faut? Bien, de l'habitude, dans le opaque, c'est toujours 2 couches parce qu'on veut un bel échantillon. On peinture jamais uniformément pour qu'on ne voit pas notre petit coup de pinceau qui en manque un peu plus là, puis on a plus liché là. Fait que c'est toujours 2 couches. Mais dans les teintures, j'ai aussi des teintures semi-transparentes. Qu'eux autres, on voit le grain du bois. Puis dans cette famille-là, ben, il existe des monocouches. Ça veut dire qu'on peut en mettre seulement 1 couche. Puis j'en ai aussi qu'eux autres, ils demandent 2 couches. Fait que on a souvent plusieurs choix. Est-ce qu'on doit le refaire à tous les printemps, notre patio? Ça dépend. Ou au balançoire qu'on a aussi en bois? Vous allez voir selon l'usure du plancher. Des fois, mettons, si vous dites, ben moi, la maison, on est entouré de sable, donc c'est un abrasif, puis les escaliers, ben ça se peut qu'ils soient à refaire à tous les ans parce qu'ils sont beaucoup sollicités. Il y en a que c'est moins utilisé parce que ben, c'est pas leur rentrée principale, par contre. Fait que là, on peut facilement aller à 2 à 3 ans, là. Mais c'est vraiment de regarder la surface. Est-ce qu'on est rendu sur le bois? Là, à ce moment-là, avant que la moisissure s'installe,
On est obligé de sabler d'abord avant de mettre la première couche de teinture? Encore là, moi, je favorise beaucoup le nettoyage avant tout, parce que le bois qui n'a pas eu de protection dessus, il va toujours se faire de la moisissure. Ouais. Cette moisissure-là, elle bouge, puis c'est un petit champignon, bien, il faut le détruire. OK? Fait qu'on nettoie comme il faut. Et Avec quoi? De l'eau de savon? Ben non, ça va être vraiment une solution d'eau de javel avec chlore. Tu sais, souvent, on achète ça, il reste juste à faire une solution avec de l'eau et on le badigeonne à grandeur, on laisse agir à peu près 10-15 minutes, puis après ça, on rince. Pas de machine à pression. On rince seulement avec le boyau d'arrosage parce que là aussi, ça a tendance à faire la marque du... Puis des fois, les machines à pression sont trop puissantes. Puis là, ben, ça le magane. Ça le magane plus. Puis le sablage, fait qu'une fois qu'on a nettoyé, ben là, le sablage commence. Mais tu sais, on n'est pas obligé d'être à quatre pattes, là. Il se vend des produits qu'on peut mettre après le manche. C'est juste pour... lever le grain du bois pour que la teinture soit capable de bien rentrer dans le grain du bois. Si on ne sable pas, même si, admettons, quelqu'un dit « Ah, ben moi, mon bois est neuf », ben c'est encore plus important parce qu'elle a été planée, cette planche-là, puis ça ferme souvent les parts du bois. On est mieux de vraiment sabler si on veut faire une belle job, puis que la teinture soit capable de bien s'agripper. Un sablage, ça a sa place. Ça a sa place là-dedans. Tout à fait. Il y a des choix de couleurs, j'imagine, aussi, dans ça? Parce que... Dans la peinture, dans la teinture opaque, on parle des 6000 couleurs SICO, aucun problème. Là. Vous allez être capable de trouver votre choix de couleur. Dans les teintures semi-transparentes, bien là, ça, j'ai des chartes de couleurs. Ouais. Mais il y en a quand même plusieurs, là. Parce que souvent, c'est difficile à choisir. C'est difficile à choisir, j'imagine. Oui, c'est ça. Écoute, moi, j'ai une bonne question aussi pour toi, parce que chez moi, j'ai une table de cuisine. Elle est en bois, OK? Elle est en chêne, là, massif. Tu sais, c'est pesant, c'est lourd, ça. Puis là, bien, c'est sûr, j'ai des petites graphines sur ma table, parce que, bon, nous autres, on disait, ça la rend vivante. Elle a son histoire, notre table. Mais là, dernièrement, ça me tente de la sabler puis de la revernir. Oh, mais non, il existe un produit que je peux, sans que je ne sois pas obligée de toute la sabler puis d'étendre dessus puis que ça reste beau, ça reste clean puis ça efface ces petites graphines-là sur la table? Tout dépendant si la graphine est juste dans l'ancien vernis ou si elle a attaqué le bois. Oui, elle est rendue au bois. Tu sais, si je fais juste nettoyer puis remettre du vernis, on risque de l'avoir encore. Parce qu'on a atteint le bois. On a atteint le bois. Mais tu sais, c'est de savoir, est-ce que ça vaut la peine de vraiment tout sabler au complet pour ces petites graphines-là ou on fait juste remettre un vernis pour y redonner son lustre, ça sera non, parce que tout est présente partout, sauf à ces petits endroits-là. Parce que c'est là que vous mangez le plus souvent? Oui, ben c'est ça. Okay. Ça pourrait être juste remettre un vernis à ces endroits-là pour y redonner son lustre d'antan, mais ça, c'est un autre département. Bon. Maintenant, je reviens à mon patio. OK, parce que je suis là-dedans aussi dans mon patio. J'en ai un chez moi, puis là, j'arrive à ça, moi aussi. De quelle façon qu'on est mieux d'utiliser? Moi, je m'installe, j'ai un manche à balai, je m'installe un pinceau au bout de ça, puis j'y vais comme ça. J'en ai apporté un, justement, ici. Là. C'est un pinceau qu'on peut dévisser et où on peut mettre directement le manche à balai ici. La largeur du pinceau a 5 pouces et demi, qui est la largeur de la planche de bois traité. Exact. Ça, c'est parfait. Les poils sont pas trop longs, fait que ça fait comme un balai. Oui, mais non, sont-ils doux? Ah, ils sont doux en plus, oui. Puis ça, c'est en poil de porc qu'ils appellent, là. C'est pas du synthétique, donc ça va... vraiment licher. Oui, puis ça va rentrer dans ton pinceau. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire « Ah, ben moi, je vais le faire au rouleau, mon... Non, j'ai essayé une année, moi. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on l'applique avec notre rouleau? Ça le fait juste en surface. C'est ça, puis ça rentre. Ça rentre pas, ça s'agrippe pas bien. Fait que souvent, on va conseiller vraiment juste le pinceau pour c'est pas bien ça non plus, mais notre pinceau, c'est ce que j'aime, ce que j'aimais moi aussi comme ça, ben, c'est le même truc, dans le fond, fait que c'est parfait. C'est que ça va aussi entre les planches, parce qu'on a toujours un petit jour entre les planches. Des fois, on joue avec un autre type de pinceau ou quelque chose. C'est ça, qu'on peut aller jusque-là, et non pas juste la surface. C'est parce que sinon, on va voir les lignes. Fait que des fois, c'est plus joli là, de tout bien. Ça dépend de la coquetterie de chacun. J'aime les choses bien faites, moi aussi. Tant qu'à le faire, c'est toujours bien. Sinon, on voit les coulisses. Fait que, oui. Puis c'est quoi les erreurs les plus fréquentes qu'il faut éviter? Ou ben non, de l'appliquer tout de suite. OK. À cause de la température.
les températures. Si mon bois, ben, tu sais, ici, c'est gorgé d'eau le sol. Aussi, la hauteur de la surface atteinte. Si je suis en bas de 3 pieds, on est considéré comme une mauvaise ventilation. Fait que si c'est une mauvaise ventilation, l'humidité du sol, ben elle contourne pas le morceau de bois, elle rentre dans le bois, puis elle sort. Fait que ça, c'est de faire bien attention. Donc, il faut que ça soit sec. Et la seconde, ben, c'est trop chaud. Comment qu'on peut prolonger sa durée, justement, de ce travail-là qu'on fait? Parce qu'on se donne de la misère, là, pour le faire. On se donne de la misère, là. effectivement. Des fois, là, c'est juste de la nettoyer. De faire un bon nettoyage. Admettons, si elle est belle là, au printemps, ben on fait juste nettoyer, on enlève la moisissure. C'est ça. Fait que ça va aider beaucoup, puis on assèche. Tu sais, si, admettons, vous avez une gouttière qu'elle dégoûte sur le patio, ben on s'entend qu'à cette place-là, ça va écailler, ça, c'est sûr. Bien, je te remercie beaucoup, beaucoup de ta visite. Ça en a appris beaucoup. Moi, en tout cas, tu as répondu à mes questions. Bien, c'est fantastique. Fait qu'on t'invite encore bientôt. Bien, à la prochaine saison. Bien, certain. Oui, c'est merveilleux. Fait qu'on va te laisser là-dessus et puis on va aller à un commanditaire. Puis on vous revient tout de suite après pour la finale de l'émission. À tantôt. Quelle belle entrevue. Merci beaucoup à Suzanne. Merci beaucoup à Amélie de chez Rona Saint-Gabriel. Très instructif ce qu'on vient d'apprendre sur la teinture. Et là, j'ai demandé de revoir Louise parce que j'étais inquiet, Louise, tantôt, là, avec les flashs. Là, gars, on voit encore les flashs là, sur ton chandail. Non, c'est un auto qui est passé à côté de moi trop vite, près d'un parc. Ah oui? Parce que, en tout cas, il y a une traverse, tu vois, il y a une traverse, là, ce bord-là. Oui. Ce bord-là. Il y a une traverse pour les enfants, fait que... Mais disons, c'est les deux bords parce que les enfants traversent des deux côtés. OK. Fait que là, les polices étaient dans le coin pour s'assurer que surveiller. Moi, je pensais que tu avais encore reçu un ticket, là. Non. J'étais un peu inquiet, Je là. te dis que un matin, j'ai mis mon pied doucement sur la pédale. On apprend, hein? Oui, puis surtout dans ce coin-là, je pense que je vais mettre mon cruise control. Fait que je vais faire, moi. Oui, mais je te dirais une chose, Louise, c'est pas juste dans ce coin-là qu'il y a des policiers. Non, je sais. Il y en a un peu partout, des policiers. Il y en a un peu partout. Surtout au début du mois et à la fin du mois. Ouais. Dans le milieu, on se fait moins chaler, mais au début et à la fin du mois, là, j'aurais dû y penser. Oui, alors faites attention à la maison. Oui. Merci beaucoup, Louise. Oublie pas. Oui. Go, Abs, go. Ah oui, ce soir. Go, Abs, go. Go, Canadien, go. Puis il ne faut pas aller te déranger non plus. Non, pas du tout. Le temps que je rappelle aux gens que vendredi, on reçoit Céline Desjardins pour nous parler de culture et on va parler aussi de santé avec Benoît Bouffard de la Coop Santé du Grand Brandon et on va parler de santé mentale avec Nathalie Bolduc du CI3S de Lanaudière. Hein? Fait qu'on parle de santé mentale. C'est-tu pas intéressant, ça? Oui, on va soigner ma mentale, puis que j'ai eu une étiquette, là, regarde, ça va se calmer. Exactement. Fais attention, là, pour te retourner chez vous. Oui, mon cher. Moi, je vous dis merci à la maison. Je vous souhaite une très belle journée, puis on se donne rendez-vous vendredi à 9h pour une autre émission de Bon Matin Lanaudière. Bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde.